Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous allons reprendre les travaux de la Commission des relations avec les citoyens. Donc, je souhaite la bienvenue à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Je vous rappelle que vous avez 10 minutes au total pour votre présentation. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer immédiatement, puis on poursuivra ensuite avec les échanges. Merci, Madame la Présidente. Merci à la Commission de nous recevoir, la FTQ. Je me présente. Denis Bolduc, je suis secrétaire général de la FTQ et je suis accompagné de Gilles Grondin à ma droite et Guillaume Lavoie à ma gauche, qui sont conseillers syndicaux à la FTQ. Alors, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec représente 600 000 membres dans toutes les régions du Québec. La diversité des secteurs économiques qu'on représente avec nos syndicats affiliés nous permet de rassembler un grand nombre de personnes immigrantes qui vivent différentes situations au travail et dans la vie de tous les jours. Pour la FTQ, une société prospère comme le Québec a le devoir moral de recevoir et d'intégrer dans de bonnes conditions les personnes immigrantes. Notre immigration ne doit pas être planifiée uniquement dans une perspective économique à court terme. Elle doit contenir une vision à moyen et même à long terme, centrée sur l'importance d'accueillir ici des personnes qui rêvent d'un autre avenir pour eux et leurs proches. Les orientations présentées par le MIFI donnent l'occasion à la FTQ de réaffirmer plusieurs principes importants auxquels les syndicats adhèrent en matière d'immigration et aussi de francisation. Cette consultation s'inscrit dans un contexte de changement démographique inédit dans l'histoire du Québec. Elle soulève des questions et enjeux importants, entre autres, quant à la capacité de l'État québécois de protéger et de maintenir son modèle économique, son identité culturelle et linguistique, de même que son poids démographique au sein du Canada. Il demeure pertinent de rappeler aux membres de cette commission le caractère plus que minoritaire du français sur le continent nord-américain. Parmi les 62 recommandations émises par la FTQ dans le cadre de cette consultation figurent plusieurs propositions pour assurer le visage français du Québec et son caractère distinct, donc la mise en place de moyens importants pour favoriser l'apprentissage de cette langue, notamment dans les milieux de travail. La question donc de la francisation prend une place importante dans notre mémoire, vous avez pu le constater. La vision de la FTQ sur l'immigration au Québec s'articule autour de 5 principales thématiques. Une société qui réussit l'intégration des personnes immigrantes, une société où le français est la langue commune, les besoins de main-d'œuvre, les ententes, la gouvernance de l'immigration, le statut des travailleurs et travailleurs étrangers temporaires. On en parle beaucoup ici depuis hier de la question des travailleurs étrangers temporaires. Je vais prendre quelques instants également pour vous parler de ces personnes qu'on accueille ici et qui souvent se font abuser et même exploiter dans certains cas ici au Québec. Alors, la hausse significative des travailleurs étrangers temporaires dans le système d'immigration du Québec est alarmante. Pour la FTQ, cette immigration temporaire ne doit d'aucune façon constituer une réponse structurante satisfaisante pour régler à court terme les problèmes de pénurie de main-d'œuvre et encore moins de servir de fondement légitime au modèle économique de certains secteurs d'activité. On insiste fortement sur la nécessité de mettre fin au permis de travail fermé afin de permettre aux individus de trouver un travail plus adéquat s'il y a lieu et d'être moins dépendants de leur employeur. Il faut aussi s'assurer que les conditions d'accueil de ces personnes, je parle ici d'hébergement, de transport, de soins de santé, soient décentes et veiller à ce que les conditions de vie et de travail soient comparables à ce que des travailleurs et des travailleuses locaux auraient droit. On nous rapporte régulièrement chez nos syndicats affiliés FTQ des cas d'abus de certains employeurs. On ne dit pas que c'est l'entièreté des employeurs qui agissent incorrectement avec des travailleurs et travailleuses étrangers, mais il y a quand même des cas importants qui nous sont révélés. Donc, évidemment, on pense qu'une solution est de permettre les permis ouverts sur soit une base régionale ou sectorielle,
parce que j'écoutais la présentation précédente et c'est pas glorieux quand même. Le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies qui a été rendu public la semaine dernière concernant l'esclavagisme moderne ici au Québec. Ça fait mal lire ça. Et donc, on pense que les permis fermés doivent être abolis. On doit avoir recours à des permis ouverts, comme je disais, peut-être sur une base régionale ou encore sectorielle. Puis, je dirais également que il y a l'argumentaire patronal qui dit qui est financier essentiellement. Généralement, c'est ce que j'entends là, des employeurs, c'est que moi, comme employeur, je vais investir 5 000, 10 000, 15 000 $ pour faire venir un travailleur étranger temporaire ici au Québec, puis je vais me le faire voler après 3 mois, 4 mois, 6 mois par mon concurrent un petit peu plus loin. Bien, si c'est ça, si c'est juste ça la problématique, moi, je pense que la solution, une des solutions que la FTQ vous propose, c'est d'examiner la possibilité de faire en sorte que les frais engendrés pour faire venir des travailleurs étrangers, si le travailleur change d'employeur, qu'il y ait un système qui permette de compenser, l'employeur numéro 1 par l'employeur numéro 2 ou l'employeur numéro 3. Et donc, ça peut être une solution. Mais la meilleure solution, selon nous, c'est quand même d'ouvrir largement les permis de travail pour les travailleurs étrangers temporaires. Alors, le défi de l'immigration, ça demeure toujours un sujet d'actualité important et l'implication de tous et de toutes demeure une des conditions de succès. Or, en plus des milieux de travail, les groupes actifs de la société civile demeurent des joueurs importants dans le succès de la francisation, de la participation et de l'intégration des personnes immigrantes. Au Québec, le défi de la participation des personnes immigrantes à la société d'accueil est accentué par la nécessité de maintenir la langue nationale, c'est-à-dire le français. Dans ce contexte, nous souhaitons plus que jamais une gouvernance responsable, cohérente et efficace en matière de francisation. Nous jugeons aussi essentiel de préciser que les mesures qui viseront à soutenir la francisation des personnes immigrantes devront aussi être facilitantes pour ces dernières, et ce, dans la compréhension et le respect de leur réalité. Nous croyons que les avantages à une offre de francisation sur les lieux de travail, et j'insiste là-dessus, sur les lieux de travail, sont indéniables. Les conditions d'un tel succès reposent sur l'implication et la concertation des membres de la direction, du syndicat et du personnel, notamment via les comités de francisation. Depuis 2011, la FTQ place l'enjeu de la rareté de la main-d'œuvre au cœur de ses préoccupations. Or, on constate qu'en ce moment, pratiquement toutes les régions et tous les secteurs d'activité économique et toutes les catégories de qualifications sont touchées par cette pénurie. Des solutions doivent être trouvées et une immigration structurante fait partie de ces solutions. Comme on sait, la clé d'une bonne politique d'immigration et d'intégration est la mise en place d'actions coordonnées et bien concertées, bien que la FTQ souhaite toujours que le Québec exerce un contrôle plus important en matière d'immigration. Nous appelons à une meilleure collaboration entre les gouvernements québécois et canadiens d'ici la conclusion de ces ententes afin d'assurer une plus grande efficacité dans la planification et la gestion de l'immigration. On a procédé à l'analyse des 12 orientations qui sont proposées dans le document de consultation du MIFI. Vous voyez donc d'où découlent les nombreuses recommandations que vous avez sûrement eu l'occasion de lire déjà. Et je vois que le temps file, alors je vais passer à la conclusion avant que vous me rameniez à l'ordre, Madame la Présidente. Donc, je conclue en disant que se doter d'une véritable politique visionnaire en immigration, c'est convenir de prendre tous les moyens qui sont mis à la disposition de l'État du Québec pour s'assurer du succès de cette démarche. Des centaines de milliers de personnes ont mis ou mettront dans les prochaines années entre nos mains leur destinée et leur projet de vie. Il importe de les considérer d'une manière digne en agissant avec diligence dans leur processus d'immigration et d'intégration.
Nous devons leur ouvrir nos portes, mais en protégeant aussi ce que nous sommes, ce qui nous distingue en Amérique du Nord. La langue française est minoritaire sur le continent nord-américain et nous devons y prendre soin. En contrepartie, ça requiert aussi de la part de la société d'accueil des marques de respect et d'intégrité pour ces nouvelles personnes immigrantes. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je vais maintenant céder la parole à la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors, vous avez 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci à vous, M. Bolduc. Merci de prendre part à cette commission parlementaire, à venir nous présenter vos idées avec un mémoire intéressant et touffu. Alors, je vais vous amener sur différents sujets. Dans le cadre de votre intervention, notamment, vous avez indiqué que vous trouviez qu'il y avait quand même un nombre important de travailleurs temporaires qui étaient présents sur le territoire. Il y a effectivement eu une hausse importante là, ces dernières années. Et dans votre mémoire, vous faites la promotion tout de même de l'idée voulant que l'on doive assouplir le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on imagine que si on assouplit le programme pour le rendre plus facile d'accès, ça c'était à la page 14, qui risque d'y avoir encore davantage de gens qui recourent à ce programme de travailleurs étrangers temporaires. Vous faites la promotion de l'élargissement du programme de l'expérience québécoise pour les travailleurs à des professions peu qualifiées et vous proposez le prolongement des séjours des travailleuses et travailleurs. Donc, je me demandais comment vous conciliez cette idée qu'il y a beaucoup de gens qui ont le statut de travailleurs temporaires alors que vous proposez des mesures qui rendraient plus attrayantes le recours à ces programmes. Moi, je siège à la Commission des partenaires du marché du travail. Et évidemment, à chaque rencontre, on parle de la pénurie de main-d'œuvre, requalification, évidemment, formation. Et on a eu, il y a déjà de cela 1 an et demi, on a été interpellé à la Commission des partenaires du marché du travail concernant les seuils, le 10 % de travailleurs admis dans les entreprises. Donc, on a demandé l'opinion de la CPMT sur cet avis-là. Évidemment, c'est une table consensuelle. Alors, on est allé... Et on est arrivé à un résultat où on disait, comme consensus au Québec, on pourrait accepter 20 % de travailleurs étrangers dans un établissement, une entreprise, dans certains secteurs. Et le fédéral est arrivé avec une solution qui a monté ça à 20 %. Donc, c'était 20 % dans certains secteurs, puis 30 % pour certains secteurs. Et le fédéral est arrivé avec 30 % et 20 % dans tous les secteurs. Alors, il y a cette pression quand même qui existe là, des travailleurs d'avoir recours à l'immigration pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas la solution, mais on doit de regarder. Et dans tout ce processus-là, on dit, ben oui, il faut accueillir des immigrants, des personnes immigrantes pour combler cette pénurie-là. Mais essentiellement, puis c'est ce qu'on essaie de dire là, clairement dans le mémoire, c'est que oui, on veut accueillir des gens, mais il faut les accueillir convenablement, qu'ils aient les mêmes droits que les travailleurs, les travailleuses québécois de souche, qu'ils aient accès au programme, à l'éducation en santé, services de garde, transport en commun, etc., les mêmes droits. Puis, donc, dans ce contexte-là, on dit oui, c'est une belle solution, mais il faut quand même resserrer certains trucs, puis le permis... on parle de francisation aussi, là. Alors, il y a différents... Oui, on est prêt à en accueillir beaucoup des personnes immigrantes, mais dans la mesure où on peut leur fournir un logement et les services convenables. Donc, c'est davantage le cadre dans lequel ces personnes évoluent, ces travailleurs évoluent, qui vous interpelle davantage que le nombre. C'est ce que j'en déduis? Oui, exactement. Et je vous donne un exemple, c'est pas les deux personnes concernées ne sont pas des personnes immigrantes, mais juste pour donner l'ampleur de la difficulté sur cette question-là, concernant le logement précisément. On avait à la FTQ, il y a quelques mois à peine, un projet de stagiaire d'été. On avait un boucher puis une personne animatrice à la radio. On a trouvé une place qui était prête à les accueillir dans une ville de l'Abitibi, une petite ville de l'Abitibi.
station de radio communautaire, une boucherie, donc on a nos places. On règle toutes les affaires. Il reste à leur trouver un logis pour un stage d'été, une dizaine de semaines. On a été incapable de trouver 2 places pour les loger en Abitibi, dans cette petite ville-là. Alors, si on parle beaucoup de régionalisation en immigration, là, bien, ça, c'est un défi vraiment important. Il est immense, ce défi-là. Je suis bien au fait de ça. Dans le cadre de ma tournée régionale, je m'en suis fait parler abondamment. Restons sur la question du fait français. Vous proposez à la page 14, donc vous recommandez de rendre l'acceptation des candidatures pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, conditionnel à un engagement de francisation de la part des employeurs lorsque les travailleurs étrangers ne proviennent pas d'un pays francophone. Comment est-ce que vous verriez que ça fonctionne, ce système-là? J'aimerais entendre votre proposition. L'engagement des employeurs. On a des beaux exemples à la FTQ quand même. On a, par exemple, l'usine Peerless à Montréal qui fabrique des vêtements. Je suis allé visiter avec Gilles, justement, il y a peut-être 1 an, peut-être moins même. On est allé visiter les gens qui désiraient, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment fonctionne la mécanique pour inscrire les gens au cours de francisation là-bas. Et c'est les Nations unies, hein, ils ont des gens d'une multitude de pays. Bien, ils ont réussi à mettre en place, avec l'employeur, collaboration du syndicat, des cours de français sur les lieux de travail. Nous, on est convaincus là, que c'est la meilleure recette à utiliser parce que les gens sont déjà sur les lieux de travail. Ça peut être une prolongation de la journée, quand les journées ne sont pas trop longues, ou encore intégrés dans l'horaire de travail. Et là, on leur donne des cours de français de façon régulière, payés par l'employeur sur les lieux de travail. C'est comme ça qu'on voit là, la façon idéale de franciser, de faciliter la francisation des travailleurs étrangers dans les entreprises. Et évidemment, nous, on peut le faire dans les milieux syndiqués. Ouais. C'est plus difficile là, de le faire là où il n'y a pas de syndicat. Bien, c'est une orientation aussi qui nous interpelle beaucoup. Si on s'en remet aux étudiants étrangers, dans le cadre de votre mémoire, vous parlez à la page 30 que le Québec doit travailler avec le fédéral pour faire en sorte d'assurer une plus grande présence, une présence plus importante d'étudiants étrangers francophones. Quelle approche vous proposeriez d'adopter par rapport à l'attraction d'étudiants étrangers francophones? Est-ce que vous pensez qu'une approche incitative serait la voie à adopter ou plutôt une approche de réduction du nombre d'étudiants étrangers anglophones? Jusqu'où iriez-vous en termes d'actions à mettre en place pour assurer une plus grande présence d'étudiants francophones? Si vous me permettez, Madame la Présidente, mon collègue Gilles pourrait répondre. Écoutez, on n'a évidemment pas l'ensemble des réponses que vous pouvez avoir, mais c'est certain qu'il devrait y avoir une sorte de coercition, finalement, possiblement, pour arriver à nos fins et s'assurer qu'il y a une plus grande présence. On voit les universités à Montréal, l'UQAM, l'UDM, qui ont aussi des difficultés économiques, notamment l'UQAM, l'augmentation importante du nombre d'étudiants à Concordia, à McGill, et il devrait y avoir des mesures, je pense, pour faciliter la présence d'étudiants francophones dans nos universités. On sait le blocage aussi qui existe à Ottawa avec une multitude d'étudiants africains qui demandent et qui ne reçoivent pas des permis. Donc, on pense, nous, de notre côté, qu'il doit y avoir et on doit renforcer. Il faut vivre à Montréal aussi pour bien voir aussi comment la réalité montréalaise s'anglicise aussi. Donc, vous parlez de mesures pour assurer une plus grande présence d'étudiants francophones, mais aussi de mesures pour réduire le nombre d'anglophones? On n'a pas de position centrale sur la question. Je ne peux pas parler au nom de la FTQ, mais je pense qu'il faut assurément augmenter la présence d'étudiants francophones. S'il faut, pour des raisons économiques, diminuer celle des anglophones, comme aussi, et je pense que le commissaire à la langue française ce matin a bien présenté l'ensemble du portrait sur la question
de toute la socialisation des jeunes, des gens qui vont au cégep, à l'université, dans les cégeps anglophones et autres. Je pense que le commissaire à la langue française l'a bien démontré ce matin aussi. Merci. Une dernière question de ma part au sujet de la formation en francisation au travail. Là, vous évoquez le modèle du secteur de l'entretien ménager qui semble être intéressant. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage? Oui, c'est notre affilié US 800, l'Union des employés de service 800, qui est impliqué quand même fortement dans ce dossier-là. C'est que dans ce secteur-là, il y a entente avec les employeurs et le syndicat pour procéder à la francisation là, des personnes. Alors, ça passe par un programme de la CPMT, je ne me trompe pas, hein? Ça passe par un programme de la Commission des partenaires du marché du travail et il y a une partie du salaire des personnes qui sont libérées pendant leur cours de francisation qui est remboursée par le programme. Le syndicat même s'implique financièrement, l'US 800, s'implique même financièrement là, pour favoriser la francisation de ses membres dans ce secteur d'activité économique qu'est l'entretien ménager. Parfait. Bien, merci, Madame la Présidente. Alors, je vais céder la parole à la députée d'Iberville. Il reste 5 minutes 55 à votre groupe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je voulais vraiment vous féliciter pour votre ouverture. On sent vraiment votre implication, votre dévouement envers la cause. Puis l'ouverture que vous démontrez aujourd'hui, je trouve que c'est porteur de solutions. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Vous avez porté à notre idée une foule de sujets, en fait, qui sont vraiment porteurs. Puis nous autres, au gouvernement, on se concentre pour avoir une économie forte dans toutes les régions du Québec. On a plusieurs exemples avec le développement de la filière batterie, avec les projets Zone Innovation, les projets Signature Innovation, partout au Québec, dans le but d'apporter puis de diversifier aussi les pôles économiques à grandeur des régions du Québec, puis attirer également les immigrants dans les régions, tout comme offrir des bonnes possibilités d'emploi pour les Québécois qui sont déjà ici. Donc, je voulais vous entendre, dans le fond, parce que vous avez suggéré dans la régionalisation vraiment un comité interministériel piloté par un comité de travail. Puis je voulais vous entendre un petit peu plus sur cette idée-là. Comment ça pourrait se déployer? Mais ce qu'on constate ou ce qu'on a constaté, et je rappelle à cette commission ce que j'avais présenté une autre fois dans un autre contexte de la loi 96, c'est notamment le film Langue à l'ouvrage que nous avons fait à la FTQ portant sur la question de l'immigration et des succès en francisation. Mais ce qu'on a pu constater dans ce film-là, c'est notamment, et on le voit en image, c'est le problème de logement, le problème de transport, ça peut aller jusqu'au problème de services de garde, d'accès. Donc, il y a vraiment une nécessité qu'on ouvre et qu'on favorise cette implantation-là en région. C'est pas juste de dire on en envoie 75, on trouve des petites cabanes pour eux. Non, c'est aussi de les accompagner dans la région, donc par des différents moyens, par les groupes communautaires qui sont présents. C'est pour ça qu'une de nos premières recommandations, c'est de continuer le financement aussi des groupes communautaires. Puis le transport est un autre problème. Le film est tourné notamment à Saint-Anselme, tout près de Lévis, mais combien de gens veulent aller à Lévis ou à Québec pendant leur fin de semaine et ont des problèmes de transport pour s'y rendre, comme ils vivent dans des grandes maisons à 5-6 dans la maison, parce qu'il n'y a pas de 3,5, il n'y a pas de 4,5 dans le village de Saint-Anselme, ou très peu. Alors, vous voyez, ça, c'est des réalités importantes à saisir. Au niveau du déploiement d'un comité interministériel sur la régionalisation, comment vous nous suggérez, dans le fond, de mettre c'est parce en place? On entend souvent que les gens travaillent en silo. Hein? Oui. On entend souvent que les gens, en haut lieu comme en région, travaillent en silo. D'où l'importance de vraiment s'assurer que ça ne soit pas en silo, parce que l'être humain qui arrive là, il ne va pas juste au MIFI, il faut qu'il inscrive son enfant. Il y a l'importance de prendre cette personne-là, cet humain-là, dans son entièreté. Là. Donc, d'où ça peut aller jusqu'à des comités, mais cela dit, c'est plus entre vos mains qu'entre les miennes. Là. Mais c'est aussi de le voir à le travailler un peu avec tout le monde. Et dans le film, on en parle. Il y a des gens qui disent c'est important qu'on se parle entre nous pour bien se comprendre. T'sais. Oui. Puis, tantôt, vous parliez au niveau des permis ouverts, de sectoriels ou de région. Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples à nous soumettre ou...
des scénarios particuliers? Ben, en fait, ça pourrait être dans un secteur d'activité économique précis. Par exemple, je ne sais pas moi, dans l'agroalimentaire, on en a beaucoup. Hein, on en a énormément de travailleurs étrangers temporaires dans l'agroalimentaire. Bien, peut-être dans une région donnée, bien qu'il y ait cette personne-là, s'il y a un permis ouvert, puis qu'il vit une situation difficile chez un employeur, se fait abuser, ou bien qu'il y ait la possibilité, ou dans la fermeture, dans le cas de la fermeture d'une usine spécifique à laquelle il est rattaché, bien, il devient comme emprisonné, il ne peut plus rien faire. Donc ouvrir sectoriel, soit par secteur économique, ou dans une région, alors ouvert à la région. Puisqu'on a vu, puis il ne faut pas s'imaginer là, que c'est pas régulier, là, les cas d'abus, là, il y en a, moi je dirais quotidiennement, à différents degrés. Je pourrais vous donner, ça m'a été rapporté là, par un syndicat affilié récemment, un cas d'une entreprise sur la rive sud de Montréal, où le gestionnaire se promène sur le plancher, puis devant les travailleurs étrangers temporaires, bien, il fait le signe d'avion, en voulant dire, bien, tu vas faire ce que tu te plaindras pas, puis tu vas faire ce que je vais te demander de faire, parce que moi, j'ai le pouvoir de te retourner chez vous. Alors, ça c'est plus de l'intimidation, du harcèlement, qui paraît moins là, que les cas qui sont rapportés dans les nouvelles, les cas, mais ça nous est rapporté régulièrement parce qu'on est présent, je vous le disais en introduction, dans à peu près tous les secteurs économiques au Québec. Oui, bien, c'est certainement inacceptable. Là. Puis il y a déjà des initiatives qui sont mises en place, entre autres par le SWA de la CNSST. Puis c'est certain que c'est toute forme, de toute façon, d'intimidation sur les lieux de travail n'est pas acceptable. Puis on s'emploie à l'enrayer au plus possible. Mais ma dernière question pour vous, c'était comment les centrales syndicales en général et la FTQ peuvent contribuer à l'intégration des personnes en région? Avez-vous des initiatives particulières? En 25 secondes. En 25 secondes, bien, je pourrais donner rapidement un outil là, qui existe actuellement, puis qu'on souhaite qu'il soit déployé davantage, c'est les comités de francisation en entreprise, 100 employés et plus. Nous, on souhaiterait que, on souhaiterait que ce soit les entreprises de 50 employés et plus. Bien, là où il y a des comités de francisation, on pourrait les utiliser pour justement mettre en place, promouvoir des programmes de francisation d'entreprise. Merci. Alors, je vais maintenant céder la parole à l'opposition officielle, député de Néligan. Alors, c'est 12 minutes 23 secondes pour votre groupe. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois pour votre rapport, mais surtout, des 62 recommandations. C'est très détaillé. Il y a des choses où j'ai des questions, mais une bonne majorité, vous soulevez de bons points. Je vais commencer avec la recommandation 61. La FTQ demande au gouvernement du Québec de prendre des mesures pour favoriser l'inclusion des travailleurs étrangers temporaires dans le calcul du seuil d'immigration. Oui, 61. Recommandation 61. Est-ce que je suis dans le bon rapport? C'est ça? Page 48. C'est bon? C'est bon? Oui. Pouvez-vous élaborer un peu? Pardon? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous élaborer un peu? Es-tu capable? Je peux tenter une explication aussi sur cette question. Je pense que, comme a mentionné le collègue de la CSQ précédemment, à un moment donné, la question des travailleurs étrangers temporaires doit aussi être considérée dans l'ensemble du portrait de l'immigration. C'est dans ce sens-là qu'on veut qu'on l'amène notamment. Donc, c'est dans cette réflexion-là aussi qu'on l'a apporté, cette dite recommandation-là. Donc, ce que vous dites, le portrait qu'on a actuel ne représente pas le réel portrait. Excusez-moi l'utilisation des deux portraits, c'est juste pour aller vite. Et que si on inclut les TET, on ne va plus parler de 50 ou 60 000. Donc, le narratif sur la place, je vous laisse choisir qui va répondre, le narratif sur la place publique changera. On ne peut plus dire, est-ce que dans une campagne électorale, je vais baisser le seuil à 40 000 ou à 30 000, d'autres vont dire 60 000, un autre va dire 80 000. D'ailleurs,
la position du Parti libéral, nous, on dit que le débat sur les seuils est une question qui est dépassée, vu que pour la première fois, un gouvernement a presque multiplié par 3 le nombre de temporaires. Donc, ce que vous dites aujourd'hui au niveau de la planification qu'on a devant nous, que dorénavant, si on veut être juste et avoir le portrait réel, on doit tout inclure. OK. Ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on l'a dit il y a 4 ans en commission parlementaire sur le même sujet. On a dit on n'est pas des experts pour déterminer quel doit être le chiffre du seuil exactement précis et on n'a surtout pas accès à toutes les données. Je ne sais pas si vous avez accès à plus de données que nous, mais en ce qui concerne, par exemple, la présence de travailleurs étrangers temporaires sur le sol québécois, on entend toutes sortes de chiffres. La présence de sans-papiers, on entend aussi tout le monde toutes sortes de chiffres. Donc, c'est dans cette perspective-là aussi qu'il faut comprendre l'entièreté de l'œuvre au niveau de l'immigration et de l'offre de services aussi qu'on doit faire à ces gens-là. Les vannes ont été ouvertes dans les dernières années. Désolé, je ne vous ai pas entendu. Qu'est-ce qui est ouvert? Les vannes. Les vannes de quoi? De l'immigration des travailleurs étrangers temporaires. Alors, je vous parlais tout à l'heure des pourcentages de travailleurs, du nombre de travailleurs qui sont acceptés ou permis dans les entreprises. Ça a été augmenté et même en certaines situations, on constate qu'on dépasse même ces maximums-là. Puis ça, c'est un contexte de négociation avec le fédéral. Là. Il y a du fédéral là-dedans. Quand vous dites les vannes, c'est le gouvernement qui a ouvert les vannes. Oui. Pourquoi, selon vous? À cause du temporaire. À cause de la pénurie de main-d'œuvre, le contexte de pandémie dans lequel on a été plongé et la pression qui a été mise aussi par les employeurs pour avoir de plus en plus de travailleurs étrangers pour avoir recours. Puis la démographie. Donc, ces travailleurs temporaires répondent à un besoin, comblent un besoin de pénurie. Oui. Mais la réponse du gouvernement aujourd'hui nous invite à parler que des résidents permanents. Donc, on laisse toujours la porte à quelqu'un d'autre qui va choisir que j'ai un manque, j'ai 20-30%, ça dépend du secteur. Le fédéral me l'autorise. Mais nous, au Québec, on est maître de notre politique d'immigration, mais on n'en parle pas. Parce qu'on s'occupe juste du permanent. On aimerait que le Québec rapatrie ses pouvoirs d'immigration. Sur le travailleur temporaire étranger. Je ne sais pas si vous voulez oui, non, je l'ai mentionné. J'ai fait, avant même l'arrivée de Mme la ministre, je l'ai mentionné en tant que nouvelle élue et ministre, j'ai mentionné qu'on doit rapatrier le programme des travailleurs temporaires étrangers. Mais ma question, elle est la suivante. À part qu'on n'a jamais cru à la pénurie de main-d'œuvre, à part qu'on a essayé de dire aux Québécois que le besoin, c'est juste 40 000, on s'entend que le narratif va changer. C'est que personne ne peut aller en élection et dire « mes seuils seront de 50 000 ou de 60 000 ». C'est un faux débat. Parce qu'on ne parle pas de 50 ou de 60 000. Là. Vous êtes sur le terrain, vous représentez des travailleurs. Vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est 50 000 ou 60 000 qu'on a comme immigrants? C'est davantage. Hein? C'est clairement davantage. C'est clairement... Immigration, toute catégorie confondue, c'est beaucoup plus que 50-60 000. Absolument. Travailleurs étrangers temporaires. Mais vous ne pensez pas que... Mais pourquoi on dit qu'on parle sur la place publique un certain narratif de 50-60 000 et on ne veut pas parler de travailleurs temporaires étrangers? Est-ce que vous avez cette impression? Si tu veux. Oui, j'ai cette impression-là, mais c'est une impression qui court depuis de nombreuses années. Pas juste de cette consultation-ci, de la précédente et de l'autre d'avant aussi. On est toujours sur cette fameuse question des seuils à 45, à 50, à 55, à 60, à 22, peu importe. Et c'est le cas de plusieurs commissions. Donc, est-ce que c'est l'ensemble de la fonction publique qui nous amène toujours sur ce sujet-là? Je parle d'une commission parlementaire dans laquelle le Parti libéral était aussi au pouvoir à l'époque. Donc, c'est depuis 2011 aussi que nous, on parle de problème. La pénurie de main-d'œuvre, elle va s'en venir, là. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Au niveau structurant, au niveau de l'économie, c'est pas toujours si précis que ça. Et idem pour ce qui est de la question des travailleurs étrangers temporaires, qui, oui, prend de plus en plus de place. Mais pour nous aussi, on a toujours maintenu, et on le dit là-dedans dans notre mémoire, c'est aussi qu'à des places, il faudrait peut-être qu'on augmente le salaire minimum pour favoriser aussi le retour en emploi de certaines personnes. Vous avez raison. Juste à préciser quelque chose, c'est que les données, vous les suivez aussi, le nombre de travailleurs temporaires étrangers n'a jamais été au seuil qu'on a maintenant. Donc oui, je suis d'accord avec vous
qu'il y avait la problématique des travailleurs temporaires étrangers sur la table. Je vous l'accorde. Mais il n'y avait pas du 20-30% partout. Ça vient d'être fait. Vous l'avez même vous-même mentionné. Et on n'a jamais été au Québec à des seuils de 50 000 travailleurs temporaires étrangers. Prenez juste le cas du programme de mobilité internationale. Vous allez voir qu'on est rendu à des 40 000. Mais cette recommandation, pourquoi je vous ai mentionné de me parler de cette recommandation 61? Parce que je vous ramène à la recommandation 24. 24. OK, je vous laisse le temps d'aller la voir. Vous demandez au gouvernement de se doter d'indicateurs précis et complets pour mesurer les besoins et les effets relatifs à l'immigration, notamment pour mieux suivre la situation de l'insertion économique, linguistique et géographique des nouveaux arrivants, afin de planifier les programmes et les mesures nécessaires et que ces données soient rendues publiques. Quel indicateur vous souhaitez ou vous aimeriez avoir? Juste sur le nombre de personnes immigrantes au Québec, on entend toutes sortes de chiffres. C'est jamais le même chiffre. Il y a différentes catégories. Je vous entendais tout à l'heure parler des sans-papiers. On ne peut pas savoir combien ils sont. Ils sont sans-papiers. Donc, c'est important que, et nous, on n'a pas le moyen de le faire. Le gouvernement a probablement les moyens d'aller chercher. Est-ce que vous formulez aujourd'hui? Est-ce que vous formulez aujourd'hui une demande officielle que le gouvernement se penche sur la question des sans-papiers, d'avoir le portrait réel? Bien, de l'ensemble de l'immigration au Québec, d'avoir un portrait, parce que si on n'a pas la photo, c'est difficile de faire des retouches dessus, là, si on ne l'a pas devant nous. Et cette photo, ça reflète aussi la fameuse capacité d'accueil, parce que ça a été, je dirais, pendant longtemps, la fameuse phrase, pour clore le débat, la capacité d'accueil du Québec est atteinte. Mais quand je pose la question, donnez-moi juste une seule étude qui parle de la capacité d'accueil, on n'en parle pas. Parfois, on entend des gens qui veulent, dans certaines régions, ramener plus d'immigrants, mais présentement, ils vivent une crise de logement. On va les loger où? Donc, en fait, ce que j'aime avec votre proposition, c'est que si on ne se donne pas des indicateurs, si on n'a pas le portrait réel, on navigue dans le vide. C'est pratiquement comme ça que commence n'importe quelle expérience scientifique aussi. Il faut que tu aies un portrait, peu importe, pour le comprendre, que ce soit dans une expérience en physique, en chimie ou en n'importe quoi, il faut que tu aies un portrait. Moi, je suis dans le dossier d'immigration depuis quelques années. J'ai notamment travaillé à la rédaction du précédent rapport, ce qu'on a fait il y a 4 ans, et je m'étais largement inspiré du précédent. Et à toutes les fois, on ramène, nous, comme Fédération de travailleurs, cette question-là d'avoir des données précises sur l'immigration afin de pouvoir ensuite émettre des recommandations. Mais toutes les centrales syndicales vont vous dire la même chose, là. On n'a pas ces données précises-là et on ne sait pas nécessairement toujours comment donner des réponses face à ça. Vous-même, vous les cherchez, ces réponses-là. Oui. En fait, sur les données, il y en a pas mal. On peut vous partager nos données sur les immigrants temporaires parce que je ne peux pas déposer un projet de loi pour inclure les travailleurs temporaires étrangers si je n'ai pas fait mes recherches. On veut vous partager. Il y en a. C'est plusieurs catégories. Programme de mobilité internationale, il y a les étudiants, il y en a pas mal. Maintenant, on arrive à en avoir. Je dirais même, et je salue l'équipe de Madame la ministre, on a même des chiffres par rapport à la francisation. Maintenant, on en a. Maintenant, c'est sur l'espace public où on doit prendre le temps de dire quel indicateur on veut. Quand on veut parler de la régionalisation, le groupe qui était juste avant vous, ce n'est pas uniquement ouvrir des bureaux qui va aider dans la régionalisation. On parle de l'accompagnement. Il y a beaucoup d'autres mesures qu'on doit mettre en place pour favoriser l'inclusion en région. Je reviens à la recommandation 16. Recommandation 16. Vous voulez dire quelque chose? Non, mais je juste dis que c'est ça qu'on a mentionné. Oui, pas de problème. Recommandation 16, que le gouvernement du Québec rende publique la liste de tous les employeurs s'étant vu refuser une étude d'impact du marché de travail pour des raisons de non-conformité. Pourquoi? Oui, là-dessus, en fait, c'est qu'il existe un double programme au Canada, c'est-à-dire qu'il y a des règlements canadiens pour lesquels les employeurs qui vont imposer des sanctions pécuniaires administratives ou des sanctions même les interdisant de faire venir des travailleurs étrangers pour le futur sont rendus publics. Alors qu'au Québec, on a également dans le règlement sur l'immigration certaines conditions pour lesquelles le MIFI peut interdire à des employeurs d'émettre un EIMT, de faire venir donc des travailleurs étrangers pour les années futures, mais l'application qui est faite par le MIFI de ces dispositions-là n'est pas rendue publique. Et on n'a pas de données sur, encore une fois, c'est une absence de données qu'on a sur l'application qu'en fait le MIFI. Donc, c'est le sens de la recommandation. Okay. Vous siégez à la CPMT. Est-ce que toutes vos demandes sont
parce que j'ai vu pas mal de recommandations que vous formulez par rapport à la CPMT. Est-ce que En vous avez 15 quelque secondes, chose s'il vous plaît. d'important à insister aujourd'hui? La CPMT a déposé un mémoire. Je ne sais pas s'ils ont été... Oui, ils vont être oui, là, mais vous? Ils vont être là. C'est une position de consensus à la CPMT. Ça va moins loin que, par exemple, sur les permis fermés, il n'y a pas de consensus à la Merci. CPMT sur cette question-là. Merci. Alors, le temps est écoulé. Je vais maintenant céder la parole au député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Donc, c'est 4 minutes, 8 secondes pour votre groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre mémoire et vos recommandations. Si vous êtes les 4 centrales ici aujourd'hui à faire un point de presse en bloc uni, on va se le dire quand même, avec des vice-présidents et autres, permettez-moi de demander, l'heure est grave quand même. Là. Vous avez un message fort, vous ne seriez pas déplacé si vous ne jugiez pas que l'heure était assez pressante et grave. Oui, bien, ça fait des années qu'on intervient sur l'immigration. Aujourd'hui, on a décidé, les 4 centrales, de le faire, de donner un signal, effectivement, collectif, fort, ensemble. C'est plus d'1 million de travailleurs, travailleuses au Québec qui parlent à travers nos 4 centrales. Et oui, parce que ça fait longtemps qu'on parle de la question de l'immigration. La Commission des droits de la personne parlait en 2011 concernant les travailleurs agricoles de discrimination systémique. Alors, ça fait longtemps là, que cette question-là des travailleurs étrangers nous préoccupe autant à la FTQ que chez mes collègues des autres centrales. Bien, j'apprécie le geste fort et j'espère qu'il sera entendu parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça quand même. Puis vous avez des orientations quand même dans le même sens. Puis je veux dire, ça fait beau à voir. Des fois, on s'obstine, oui, effectivement. Vous avez parlé des planifications précédentes. Oui. La planification de 2019 notamment. J'étais assis à cette table-là en 2019 et on a eu une quarantaine de groupes qui étaient entendus. Et ce qui est ressorti de la planification, en fait, de la discussion puis des consultations, c'est exactement le même document qui avait été soumis préalablement. Donc, essentiellement parlant, après 40 groupes, c'est le même document qui a été adopté sans modification. Aujourd'hui, on est là, on a 80 groupes qui vont être entendus, notamment vous, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous souhaitez, j'imagine que oui, qu'il y ait des modifications et quel message s'enverrait si, après 80 groupes, le plan tel quel était adopté? Bon, c'est qu'on n'est pas écouté. C'est la beauté d'une commission parlementaire, c'est de permettre à des groupes de venir s'exprimer. C'est la démocratie à l'état pur. Alors, on invite des groupes à venir s'exprimer. Puis après ça, bien, c'est quand même appartient au gouvernement de prendre des décisions. Et si on le voit dans les résultats, dans les décisions qui sont prises, bien, après ça, on peut juger s'il y a eu une écoute ou pas. On espère qu'il y aura une bonne écoute, Madame la ministre. J'ajouterais peut-être un petit quelque chose. J'ai la chance de participer à des forums internationaux sur différents enjeux. Beaucoup de pays, beaucoup de syndicats de ces pays-là nous envient de pouvoir pratiquer une forme de dialogue social ici, comme on fait tout le temps, peu importe lequel parti est au pouvoir, dans une perspective de démocratie. On ne peut que saluer ça. Puis vous avez raison de le dire. C'est vrai qu'on a cette belle liberté d'expression, puis qu'on est écouté, puis que finalement, on a une belle planification de par la loi. Donc, on est content de l'avoir. Mais j'espère, moi aussi, que des 80 groupes, il y aura des choses qui seront retenues, qu'il y aura des choses qui seront adaptées, ajustées. Vous en avez parlé. Il y a un volet qui parle de tenir compte du nombre de gens qui vont se qualifier dans le PEC pour fixer notre seuil prospectif. Hein. Finalement, si on a, à terme, je ne sais pas, 20 000, 30 000, 40 000 candidats qui se qualifient au PEC et que finalement, dans ces catégories-là, il y a seulement 4, 5, 6, 8 000 personnes qui sont qualifiées, qui sont sélectionnées dans le seuil, on va avoir un problème. Donc, vous voulez une étude prospective aussi. Il vous reste 10 secondes pour répondre. Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Il restait 2-3 secondes. Merci beaucoup d'avoir contribué à nos travaux. Alors, nous allons suspendre quelques minutes avant de reprendre avec le prochain groupe.